Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous. Je ne sais pas d'où vous nous écoutez, mais en tout cas nous sommes bien installés chez nous en France. Salut Violaine, comment vas-tu ? Salut Nathan, écoute, tout va bien, rien de spécial à signaler. Alors on doit vous avouer quelque chose, on ne savait pas trop comment l'appeler cet épisode, c'était pas facile d'ailleurs à trouver comme sujet, comme thématique exacte. Mais on verra bien, on va réfléchir juste après peut-être au titre de l'épisode. En tout cas, on va parler de, comment dire Violaine, du retour au matériel, du retour peut-être au support physique, du retour aux vieils objets. C'est un peu ça. Hein. Et plus particulièrement du retour à des décennies un peu anciennes. Ouais, en fait, ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, c'est, on peut le dire, la nostalgie d'une période très précise, surtout en France, celle des années 80, 90, 2000 aussi, jusqu'à peut-être la fin des années 2000. Ouais, 2000, ça commence un petit peu à revenir aussi, mais surtout les années 80 et 90. Ouais, et ça nous touche, hein, nous directement, Violaine. Mais on n'est pas les seuls aussi. D'autres Français sont concernés et ressentent ce besoin, et notamment les jeunes. Hein, c'est ça qui est intéressant. Et des jeunes qui n'ont pourtant pas connu cette période. On va en discuter. Mais avant, j'aimerais quand même rappeler une chose. On compte sur vous qui nous écoutez pour continuer à commenter, pour liker, pour aimer, pour partager aussi autour de vous ce qu'on fait, hein, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes et même sur YouTube, pour continuer à nous mettre les 5 étoiles aussi, Violaine. Ouais, et puis abonnez-vous parce qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent sur Spotify ou qui nous regardent sur YouTube qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, vraiment abonnez-vous parce que ça nous aide beaucoup. Tout à fait. Et puis, autre chose à dire aussi, remercier tout simplement 1 million de merci, je sais pas combien, mais à tous les gens qui nous écrivent, pour tous les messages qu'on nous envoie et qu'on reçoit. Il y en a énormément chaque jour. Tu dirais combien, une dizaine peut-être chaque jour ? Ouais, et on prend beaucoup de plaisir à les lire. Ça nous fait voyager aussi parce que vous nous écrivez du monde entier. Voilà, je pense à Ishraf qui nous a écrit. Je pense aussi à Charlotte, Jim. Voilà, plein de personnes qui nous ont écrit ces derniers jours et ces dernières semaines. Petite mention particulière à Victor qui nous a écrit aussi d'Australie, de Melbourne plus particulièrement. C'est vrai que c'est un auditeur particulier, on va dire, qui nous a laissé un joli message, nous a envoyé un email. Est-ce que peut-être tu peux nous le lire ? Quelle est la particularité peut-être de cet auditeur ? Bon, déjà, il nous complimente et ça fait toujours plaisir. Il nous dit, voilà, les sujets que vous discutez sont intéressants et me donnent une bonne idée de la vie en France. Et il continue avec une question. Peut-être que je suis le plus vieux de vos auditeurs. Ce serait intéressant de faire un sondage. Mais alors, il a quel âge, Victor ? Est-ce que tu as vu dans le message ? Est-ce que j'ai vu dans le message ? Oui, il a 80 ans, je crois, c'est ça, hein ? Exactement. Pile 80 ans ? Il a 80 ans. Donc voilà, dites-nous si vous êtes plus âgé que Victor ou si Victor est bel et bien notre auditeur le plus âgé. Ouais, il lit le français couramment depuis 50 ans. Et il est entièrement autodidacte. Il a appris tout seul. Donc c'est vraiment très intéressant. Et il nous écrit depuis... Melbourne, exactement, où il fait 38 degrés. C'est vrai que dans un épisode précédent, on a parlé de cette météo australienne actuellement. C'est pas simple, 38 degrés, c'est l'été. Parfait, donc continuez à nous écrire, on adore ça, évidemment, on vous lit et puis on essaye de répondre. Au maximum, on essaye de répondre voilà, quand on a un petit peu de temps, mais en tout cas, soyez sûrs qu'on vous lit et que chaque message nous touche particulièrement. Voilà, donc Victor qui, lui, a bien connu, on peut le dire, les années 80, les années 90, les années 2000, en tout cas les années 80, ça c'est sûr, pas comme nous, hein ? Pas comme nous, puisque toi, tu es né au début des années 90. Moi, je suis née au milieu des années 90. Et pourtant, c'est une période voilà, qui revient en force. Et en fait, on l'a pas précisé, mais ce sujet, il nous a quand même été aussi inspiré de nos expériences personnelles et surtout de tout ce qu'on voit quand on se balade, par exemple, dans un centre-ville de France, de tout ce qu'on voit dans les magazines, à la télévision. T'es d'accord ? Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que moi, les années 90, je les connais peut-être un peu plus que toi. Je suis né en 91, donc on va dire que j'avais
5-6 ans. Les premiers souvenirs, c'est à quel âge? On se souvient de quoi? Des années où on a 5-6 ans? Exactement, je crois que c'est 5-6 ans. Concrètement, en fait, là encore, c'est du concret. On a eu, nous, dans nos vies récentes, là, dans notre vie très récente, dans les derniers jours, ce besoin de retourner un peu au matériel. Peut-être que je peux partager cette anecdote. Allez, commence. Il y a 15 jours, c'était il y a 15 jours, je crois, je suis allé acheter un lecteur DVD sur Le Bon Coin. Je pense que ce site, on en a déjà parlé, hein. C'est un site internet en France où on peut acheter plein d'objets, plein de choses différentes, de seconde main surtout, d'occasion quoi. Donc voilà, j'ai tapé ça sur internet, sur Le Bon Coin, et on s'est donné rendez-vous avec une personne qui vendait son lecteur DVD. La personne avait une 60aine d'années, je sais pas pourquoi elle voulait s'en débarrasser, mais elle me l'a vendu. J'ai dû payer, je crois que j'ai payé dans mes souvenirs quelque chose comme 10 €. Pas cher. Pas cher, et je suis allé le chercher le soir même devant son travail. Elle travaillait dans un collège, c'est très précis, hein, mais je suis allé devant un collège pour récupérer ce lecteur DVD, et le soir même, évidemment pour pouvoir utiliser un lecteur DVD, il faut des DVD, et donc le soir même après, juste à côté de chez moi, à 3 minutes, il y a un vendeur de DVD. Je suis allé acheter 3 DVD que j'ai juste là à côté, je les ai sortis. Alors plutôt des films, c'est pas des films français. Pas un film français malheureusement. Ouais. 2 films américains, je crois, et puis un film danois. Exactement. C'est ça. The Guilty. Super film, d'ailleurs. Mais voilà, pour 3 films, en gros, d'occasion, payés. Il y a l'étiquette encore, hein, 5 € pour le premier, 3 € pour le deuxième, et le troisième, 5 €. Donc, pas mal. Voilà. Ouais, ça c'est ton expérience personnelle du retour au matériel. Moi j'en ai une aussi, avant de parler de tendances peut-être plus générales. Moi il y a quelques semaines, pareil, j'en ai eu marre de me réveiller avec mon téléphone et de me coucher avec mon téléphone. Ouais, je parle aussi surtout de se réveiller parce que mon alarme, évidemment, était sur mon téléphone pour me réveiller le matin. Et donc, je suis allée dans, je sais même pas comment s'appelle cette boutique, une horlogerie, je crois. Je pense que c'est une horlogerie, c'est pour acheter aussi des montres. Exactement. Voilà, juste à côté du marché de Nîmes, une horlogerie, et j'ai acheté un réveil, voilà, comme avant, à l'ancienne un petit peu. Il était vintage un peu, il est vintage, Il est vintage, ouais, et voilà, je vais pas vous dire comment ça fonctionne, mais sachez que les réveils font aussi leur retour en force. On en parlera peut-être aussi ensemble de pourquoi ce besoin de se déconnecter du virtuel. Tu peux même le dire là, pourquoi tout d'un coup t'as voulu acheter un réveil, quoi? Je crois que c'est peut-être un peu comme toi avec le DVD, tu nous diras si c'est le cas, mais en fait j'en avais marre d'être dépendante de mon téléphone et d'avoir toujours mon téléphone pour faire tout dans ma vie. Donc pareil, quand on regarde des films, on met la plateforme sur notre téléphone et après on le met sur la télé. Donc en fait on passe tout le temps par le téléphone. J'en avais marre. Je sais en plus qu'on dort mieux quand on n'a pas notre téléphone dans notre chambre. Donc j'ai tenté l'expérience, et en plus le réveil ça coûte vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé 10 €, donc comme ton lecteur DVD. Et peut-être aussi ce besoin de toucher, le contact physique, tu vois, en plus. Donc je suis d'accord, hein, mettre de côté son téléphone portable, mais je pense qu'il y a aussi ce besoin de toucher, de voir quelque chose, de le prendre en main. Ouais, et en fait, c'est presque un moyen, tu vois, de lutter contre la digitalisation de nos vies. Enfin, tout est digital maintenant, comme je le disais. Même l'administratif en France, c'est du digital. Donc voilà, une envie de lutter contre cette petite tendance. Et c'est rigolo parce que parfois on peut croire qu'on veut racheter du matériel, on veut racheter un objet parce qu'on considère qu'il est de meilleure qualité. Je pense notamment à autre chose qui revient un petit peu en force ici en France, c'est la vente de disques vinyles. Donc vous savez, ces gros disques, hein, un peu à l'ancienne qu'on avait dans les années 80 par exemple. Et donc on achète, je pense aussi par exemple, ce disque vinyle parce qu'on considère que le son est de meilleure qualité. Et c'est vrai que je crois, c'est quelque chose de prouvé, quand on écoute un vinyle, le son est plus pur, hein, que quand tu mets ça sur ta plateforme sur internet. Et là aussi, on le touche, le vinyle, alors que quand t'écoutes sur Spotify ou sur une autre plateforme, ça reste encore dématérialisé. Donc voilà.
Justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que, ok, la qualité ici est meilleure, du son en tout cas, mais pour moi, pour mon cas, le DVD, Oui. j'en ai fait l'expérience. Tu l'as vu, quand on met le DVD dans un lecteur DVD, quand on le lance, je trouve que vraiment, j'avais oublié que c'était comme ça, mais la qualité de l'image est vraiment en dessous. Ce n'est pas HD, ce n'est pas haute définition. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est SD ou je sais plus comment on appelle ça, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment de moins bonne qualité que, évidemment, si tu vas au ciné, mais aussi si tu regardes ça sur ta plateforme comme Netflix. Ouais, mais d'ailleurs le DVD fait peut-être un peu exception sur le côté de qualité, puisque après je pense qu'on en parlera des vêtements vintage des années 90 qui reviennent, mais là pour le coup, comme le vinyle, le vêtement était de meilleure qualité dans les années 80 et 90 que maintenant. Donc le DVD c'est un peu une exception, et donc ça a un petit côté régressif quoi, presque. Ouais. Donc on a parlé du DVD, on a parlé du réveil. Je t'ai parlé juste avant du disque vinyle, donc qui revient aussi un petit peu à la mode. Ça aussi, j'ai vu et j'ai lu des témoignages de disquaires, de vendeurs de disques qui disent que vraiment, ils voient des jeunes venir pour leur demander des conseils. Et je pense que c'est ça aussi, l'une des raisons pour lesquelles les gens achètent des disques vinyles en magasin, pour lesquelles moi aussi je suis allé acheter des DVD chez un vendeur, c'est que les jeunes aussi, ou pas que les jeunes, mais on a besoin de retrouver un peu ce conseil qui est apporté par le vendeur, et aussi on ne veut pas se laisser un peu avoir, on ne veut pas être victime de l'algorithme dont on a parlé dans le précédent épisode aussi. C'est que forcément quand c'est l'algorithme qui dicte, comme sur Netflix par exemple, ce que tu vas aimer et ce que tu ne vas pas aimer, en fait on ne te permet plus d'être surpris par des découvertes. Alors que si je vais tout à l'heure acheter un DVD chez le marchand, chez le vendeur, eh bien on va me proposer devant moi, il y aura des DVD, peut-être qui vont pas en apparence comme ça correspondre à mes goûts, à mes envies, à mes centres d'intérêt, mais au final je vais me dire bon, pourquoi pas, je vais lire la pochette, et c'est vrai que juste de toucher, là je l'ai entre les mains le DVD, de pouvoir regarder derrière la pochette, de lire l'histoire, de voir les couleurs, ça peut donner envie, alors que peut-être et certainement si je l'avais vu sur Netflix, je ne l'aurais pas regardé tout simplement. Et on ne te l'aurait peut-être même pas recommandé sur ta page d'accueil Netflix. Exactement. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie volonté, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure et tu l'as dit, de lutter en fait contre toutes les tendances qu'on nous impose. Vous voulez qu'on se réveille avec notre téléphone ? Bon, on va acheter un réveil. Vous voulez qu'on écoute des artistes sur Spotify ? Non, on va se mettre au vinyle et à la platine. Et je trouve que c'est aussi presque une espèce de résistance. Alors évidemment, je mets des gros guillemets, mais une résistance à cette époque un peu, qui est complètement abstraite. Et on a besoin un peu de concret. Je peux te partager une expérience ou tu veux dire quelque chose avant ? Avec plaisir, je parlerai juste après. Non, mais les vinyles, ça m'a fait penser à une petite anecdote. Donc quand on sort de chez nous, pour vous situer un peu, on arrive sur un grand boulevard et en allant chez le vendeur de DVD, on doit traverser ce grand boulevard. Et l'autre fois, on est passé devant un café et il y avait, tu te rappelles, une vente privée de vinyle. C'était une vente privée. C'était pas une vente privée, c'était une petite brocante de vinyle. Et tout à l'heure, je suis repassée devant ce café. Enfin, tu étais avec moi. Et il y avait une affiche soirée années 80-90. Voilà, pour vous dire un peu comment cette tendance est vraiment en train de revenir à fond. Et après, donc vous tournez à gauche, vous arrivez chez le vendeur de DVD de Nathan, et après vous continuez tout droit et vous arrivez sur une rue où il y a 2 magasins qui sont des friperies. Des vêtements d'occasion. Et 2 magasins, il faut juste se mettre un peu dans le contexte de la ville, voir la géographie, la superficie de la ville. C'est vraiment une ville qui a 150 000 habitants, mais c'est toute l'agglomération, on va dire, en comptant les quartiers périphériques, etc. Mais le centre-ville, là on parle que du centre-ville qui est piéton historique, il est vraiment tout petit, c'est quelques rues, c'est vraiment, 10 rues, 15 rues, 20 rues. Et je trouve que d'avoir dans une ville, une si petite ville, en tout cas une ville qui a un centre-ville si petit, 2 friperies, donc 2 magasins de seconde main pour les vêtements, d'avoir aussi 2 ou 3 magasins de boutiques juste pour vendre des DVD d'occasion, c'est énorme.
énorme. Moi, je trouve honnêtement que c'est énorme. Ouais, et là on parle de 2 friperies qui sont un peu des friperies modernes, parce qu'il y a d'autres friperies, d'autres dépôts-ventes qui sont un peu moins modernes, mais voilà, c'est vraiment des friperies qui sont à l'image des années 90. Franchement, tu franchis la porte, t'es un peu plongé dans cet environnement des années 90. Sur la droite, je sais qu'on peut trouver plein de pins avec des anciennes marques, des anciennes émissions de télé. Enfin, c'est vraiment ils ont cultivé cet univers. Voilà. C'est vrai. Justement, toujours en restant dans les magasins, la semaine dernière, je suis allé m'acheter une veste, pour vous donner les détails. Je suis rentré dans un magasin et ça m'a fait rire. C'était un magasin assez branché années 90, évidemment. Le design, le style, la forme des vêtements rappelait les années 90, et il y avait un homme d'une 40aine d'années, jeune, relativement jeune, qui justement partageait sa nostalgie, le fait qu'il était nostalgique de ces années 90. C'est assez drôle. Alors lui, il les a connus, donc il peut le justifier, mais ce qui me surprend, c'est que on parle beaucoup de jeunes qui n'ont pas connu les années 90 et qui ont donc des références qui sont peut-être fausses, ou des références qui sont erronées ou enjolivées, en tout cas améliorées. Idéalisées, exactement. Et je suis tombé sur une étude très sérieuse qui date de 2023, qui disait que 70% des personnes qui ont moins de 35 ans en France considèrent que c'était mieux avant, qui sont donc, on peut dire, un peu nostalgiques. Ça m'a surpris, ça. Ah, moi, ça m'a pas du tout surpris, et je trouve que c'est un peu un stéréotype qu'on a sur les Français qui sont nostalgiques, et là, qui s'avère vrai. Peut-être qu'on peut tenter d'expliquer pourquoi il y a cette nostalgie, et puis après, on pourra répondre à la fameuse question: est-ce que nous, on pense que c'était mieux avant ? Ouais, vas-y. Ok. Pour les raisons, je crois qu'on a tous les deux mentionné la volonté donc de se déconnecter des écrans. Moi, je crois qu'une des raisons qui est aussi liée à la nostalgie, c'est que je crois que ça nous rassure de revenir à des choses qu'on a connues peut-être quand on était enfant ou adolescent. Ça a un peu un côté doudou dans une époque, maintenant, 2025, qui est plutôt anxiogène. Et je dirais même que, tu l'as dit, on a idéalisé les années 90, les années 80, les années 70 également. C'était des époques où, pour nous, on avait l'impression que tout était possible. Alors que maintenant, en 2025, les opportunités d'un joli futur sont quand même réduites. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Je pense que ça a vraiment un côté rassurant d'aller dans le passé pour se rassurer sur le présent et sur le futur. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça rassure encore plus, je pense, depuis la période Covid, dans des périodes qui sont extrêmement anxiogènes. Moi, je trouve ça assez fascinant de voir que c'est une nostalgie qui est vraiment différente, et souvent nous on ramène la nostalgie à quelque chose parfois de un peu négatif, parce qu'on pense à la politique souvent, et moi j'ai des cas dans mon entourage, même dans ma famille, chaque fois, tous les ans à Noël, qui nous ressortent un peu le même discours. Oh, nous, quand on avait 20 ans, alors ce sont des gens aujourd'hui qui ont plus de 70 ans ou 80 ans, mais qui nous disent, oh, nous, dans les années 50, 60, c'était vraiment mieux. Et puis souvent, c'est pour critiquer la société actuelle. C'est sur des questions de société, des questions politiques, on connaît ça, évidemment. Là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la nostalgie comme quelque chose de plus positif, parce que ça concerne surtout la culture, ça concerne des séries, ça concerne la mode, des manières de s'habiller par exemple. Et voilà, comme je t'ai dit, ce qui est fascinant, je trouve, et ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes générations veulent rejouer peut-être les années 80 ou les années 90 qu'elles n'auront pas vécues. Après, la question que je me pose toujours, et une question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est est-ce que ces gens-là veulent vraiment revenir aux années 80-90, voudraient que on applique la société de l'époque à maintenant, ou est-ce que c'est juste des petits détails qu'ils aimeraient qu'on applique maintenant? Des petits détails, parfois c'est juste, comme tu as dit, un réveil un peu coloré qu'ils trouvent beau, ça peut être, je sais pas, plein d'autres choses, quoi, une veste, un pantalon. Mais toi, tu vois, tu dis c'est peut-être lié qu'à la culture, en gros la pop culture des années 90, mais moi je crois pas, parce que il y a aussi un peu une nostalgie
envie, voire même, je vais employer le mot, une jalousie de nos parents ou nos grands-parents, où on leur dit toujours que leur vie, elle a presque été plus facile, en tout cas économiquement et professionnellement. Et je vois beaucoup de blagues, notamment sur les réseaux sociaux, quand tes parents te font la morale alors qu'ils ont acheté leur maison 1000 euros, tu vois. Et que nous, maintenant, les prix, c'est pas du tout la même chose, les opportunités ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est aussi pour ça qu'elle a ce côté réconfortant, la période 80-90, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait l'impression que tout était possible, tu vois. Mais je crois que c'est l'avantage aussi du temps qui passe, c'est qu'on garde seulement les bons côtés, les bonnes choses. On pense que tout était mieux avant, là encore. Et est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce qu'on peut comparer les euros ou les francs à l'époque ? On peut pas comparer ça n'a pas la même valeur. Et surtout, autant en France, les années 50, 60... Allez, début des années 70, c'était vraiment l'époque des 30 glorieuses, des époques un peu formidables d'un point de vue économique, tout allait bien, on va dire, et encore, c'est à remettre évidemment en question et c'est à nuancer, mais quand tu analyses vraiment le début des années 90, par exemple, c'est pas non plus une période en France idéale, hein. C'est... la période du sida, évidemment, qui est une période dramatique. Il y avait beaucoup de morts et c'était aussi une époque anxiogène avec beaucoup d'angoisse et des sources d'angoisse et d'anxiété. Quoi d'autre ? Politiquement, il y avait aussi le chômage énormément, il y avait de la récession. Le racisme était totalement décomplexé dans notre société, en tout cas beaucoup plus décomplexé que maintenant, les discriminations en général. Donc c'était pas forcément mieux avant, tu vois. En tout cas, si on se concentre aux années 80-90, là encore, nous on parle de la France, peut-être que c'est similaire dans d'autres sociétés occidentales, mais c'était pas non plus foufou, quoi. C'était pas génial. Non, et puis c'est vrai qu'on voit toujours avec nos standards actuels, donc on compare avec nos standards actuels, mais c'est vrai que si on se mettait dans cette époque, peut-être qu'on nuancerait. Sur les raisons, peut-être, de cette nostalgie, parce que là, on a un peu répondu à la question de savoir si c'était mieux avant ou pas. Je crois qu'une des raisons simples, c'est que c'est tendance, c'est la mode, hein, le retour des années 80-90, donc il y a aussi une volonté pour certaines personnes de suivre la mode. Peut-être que vous le voyez dans la mode, justement, avec notamment, je sais pas, je pense au retour des bandanas. Tu sais, qu'on met soit autour du cou ou alors autour des cheveux. Les bananes aussi. Les sacs bananes. Tous les deux, quand on marche dans la rue, on a nos sacs bananes. Peut-être qu'on peut expliquer. Donc, le sac banane, c'est le petit sac que l'on fait passer autour de la taille, qui va, on va dire, de l'épaule à la taille, et qui permet de stocker, qui permet de ranger les clés, portefeuille, voilà, des petites affaires, des mouchoirs, ce qu'on veut. Et qui quand même avant était ultra ringard et qui est maintenant un véritable accessoire de mode. Moi j'en portais à l'école dans les années 90, tu sais, mais je les mettais autour de la taille plus bas. C'était moins branché, on va dire. Mais oui, parce que maintenant on les porte en bandoulière, c'est ça le mot, hein. Elles traversent notre poitrine pour essayer de vous faire visualiser la chose. Mais je finis juste sur ça. En fait, je crois qu'au-delà de la mode, quand on fait tous référence aux années 90, en fait, c'est un moyen, je crois, de faire société parce qu'on avait à cette époque encore des références communes. Tu vois, parce que on a les mêmes souvenirs. En fait, on consommait tous les mêmes produits parce qu'il y avait beaucoup moins de variété que maintenant. On regardait tous les mêmes programmes, plus ou moins, parce qu'il y avait seulement la télé, il n'y avait pas toutes les autres plateformes. Alors qu'aujourd'hui, notre culture, elle est et notre consommation, elles sont plus éclatées. Tu vois, il y a tellement de plateformes, il y a tellement de médias. Donc on a peut-être moins de points communs et il faut peut-être retourner aux années 90 pour retrouver des choses communes. Ouais, et moi je dirais que je crois sincèrement, profondément, que quand on revient comme ça un petit peu au support, au matériel, à l'objet, on a l'impression de rester encore un peu simple, de rester un peu authentique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi j'ai encore un exemple très récent. Il y a quelques semaines, quand on est parti au ski, on est parti dans les Alpes françaises à Valloire. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller regarder notre vlog. On a fait une vidéo là-dessus sur ce voyage, sur YouTube évidemment. Et pour la première fois en 15 ans, je crois, je me suis remis à écrire des cartes postales et à en envoyer. C'est une chose que je faisais régulièrement à chaque fois que je partais en vacances avec ma famille quand j'étais enfant. J'envoyais des cartes postales à toute la famille
Et bah là, je me suis remis à en acheter, à en envoyer. Et j'en ai envoyé 3 seulement. J'en ai envoyé une à mes parents et à ma grand-mère. Mais voilà, ça m'a fait du bien. Voilà, de choisir, de sélectionner des cartes postales, de mettre un timbre dessus, d'aller à la poste, de les poster, de les envoyer. Et qu'ensuite, il m'envoie un message pour me dire « bien reçu, ça m'a fait plaisir ». Et il y a une forme d'authenticité, et je pourrais parler aussi des photos, des albums photos. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'adore moi personnellement prendre des photos. Je prends des photos vraiment de tout et de rien à chaque fois que je vais dehors. Le problème, c'est que ces photos, elles sont stockées directement ensuite sur... Un cloud. Ouais, voilà, en tout cas sur mon ordinateur, et... Qu'est-ce que j'en fais de ces photos ? Absolument rien. Je ne les regarde jamais, donc c'est absolument dématérialisé. Je trouve ça un peu triste. Et j'aimerais bien, comme avant, aussi dans les années 90, aller développer mes photos. Retourner chez le marchand de photos, et un métier qui a un peu disparu. Mais ça revient aussi, puisque maintenant, les appareils photo jetables, Kodak notamment, sont ultra à la mode. Et ils sont tellement à la mode qu'ils sont un peu compliqués à trouver. Ah ouais ? Ouais, dans le commerce. Ah, je savais même pas. Donc c'est vrai que d'un point de vue, on va dire, écolo, c'est pas top. D'un point de vue environnemental, c'est pas vraiment, c'est pas génial du tout. Parce que c'est jetable, donc la définition le dit, tu le jettes ensuite. Mais cette idée, voilà, d'y aller, là encore, de patienter, parce que quand tu déposes au magasin, bah tu dois attendre peut-être 48 heures et ensuite y retourner, mais au moins avoir en retour cet objet, quoi, ce matériel avec tes photos que tu peux ensuite regarder, tu peux les montrer à des amis, et comme tu as dit, ça permet aussi de rassembler. Ça, c'est quelque chose, moi personnellement, qui me manque un peu avec notre société actuelle. Ouais, mais après, c'est vrai que le réveil, le DVD, l'appareil photo jetable, en fait, c'est peut-être juste simplement un moyen de revenir en enfance, tu vois. Tout simplement. Et de lutter contre le fait qu'on grandit et que surtout on vieillit. Ouais. Chaque génération est nostalgique de la génération précédente, tu vois. Mais quand même souligner que là, pour les années 90, on l'a peut-être pas mentionné, mais c'est quand même devenu un vrai business. Il y a des sites internet pour acheter des bonbons des années 90, des vêtements des années 90, et bah ça fait du chiffre, et ça permet de vendre et de se faire de l'argent, aussi de jouer sur la nostalgie des gens. Oui, et c'est pas surprenant que nous, ça nous concerne, que ça nous intéresse, parce qu'on est de ces générations-là. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ça le plus fou, c'est que ça touche et ça concerne et ça intéresse les plus jeunes, quoi, même les ados et les gens qui ont 18 ans. Et ça, c'est quand même nouveau. Donc, évidemment, d'un point de vue économique, c'est très intéressant pour les entreprises, parce que ils ne vont pas parler seulement à des gens qui ont 30, 40 ans, mais aussi à des plus jeunes qui ont 18, 20 ans, quoi. Et c'est là que la culture a réussi à nous livrer un récit hyper idéalisé des années 90, parce que je pense que si les jeunes sont attirés par ça, c'est qu'ils ont vu des films, des séries, et ça a fonctionné, ça les a séduits. On a vu tous les deux quelques séries qu'on pourrait peut-être citer, surtout des séries américaines ou anglaises, en tout cas britanniques, dont l'histoire se déroule dans ces années-là, avec toujours une image, tu sais, épurée, vraiment... Un peu saturée. Saturée. Évidemment, les enfants dans la série qui s'appelle... de Stranger Things, c'est ça ? Tout à fait. Ouais, bon là, c'est plus les années 80, mais 80. C'est vrai que les dernières saisons sont au début des années 90, et je crois que la prochaine saison sera au début des années 90. Et puis ces enfants sont bien habillés, en tout cas, il y a vraiment un effort esthétique sur les vêtements. Est-ce qu'on s'habillait exactement comme ça à l'époque ? Tout le monde, évidemment, n'était pas super bien fringué, super bien habillé. Mais à tel point que moi, quand j'avais vu une des saisons de Stranger Things, dans une des saisons, un des personnages principaux porte des vieilles Reebok. Oh là là, je ne sais pas si on prononce comme ça. C'est la marque de chaussures. Des vieilles Reebok des années 80. Et ensuite, j'étais allée sur un site de seconde main et je les avais achetées. Tu sais, c'était des chaussures montantes avec des scratchs. Bon, maintenant, je les ai jetées parce qu'elles étaient déjà anciennes, et après, je les avais encore un peu plus usées. Mais bon, ça avait vraiment fonctionné sur moi. Voilà. Donc... tout ça pour dire que la nostalgie n'est pas uniquement négative, évidemment. Ça, c'est, je trouve, très important de le dire. C'est même une fierté, notamment dans la culture, dans la pop culture. La nostalgie, en fait, nous rassure. Exactement. Et est-ce que... Bon, on a déjà répondu à la question de savoir si c'était mieux avant. Donc, tous les deux, on nuance.
on a envie de dire. Comme très souvent dans plein de domaines, il faut nuancer. Oui, sur certains points, c'était mieux, mais comme je l'ai dit, politiquement et sur plein d'autres choses, vraiment, c'était pas forcément mieux, à mon avis. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on passe à une reco culturelle ou est-ce que tu as des choses à ajouter? Alors, est-ce que tu as une reco culturelle, peut-être? Ouais, j'ai une petite reco culturelle. Allez, moi aussi, mais je te laisse l'honneur pour commencer. Bon, il faut savoir que dans les années 2010, nous, on était des ados, début adulte, et un des derniers programmes courts, comme ça s'appelle, que toute notre génération a regardé à la télé, donc c'était avant YouTube et tout ça. Ce dernier programme court, on se retrouvait tous les soirs pour le regarder à la télé, ça s'appelait donc Bref, tu t'en rappelles? Bref. Ouais. Sur Canal+. Maintenant, toute la première saison de Bref est disponible sur YouTube. Et dans ces épisodes qui sont cultes, vous pouvez le voir sur YouTube, les statistiques sont folles, ça cumule des millions de vues. Il y a un épisode qui s'appelle Bref, j'ai grandi dans les années 90, qui vous permettra de voir ce que c'était les années 90 en France, dans le look, dans la culture, dans les références et aussi dans la nostalgie que ça implique, puisque cet épisode, ça dure 3 minutes. Cet épisode dure 3 minutes et il évoque cette nostalgie. Vous pouvez vous regarder toute la saison. Il faut regarder les épisodes dans l'ordre si vous voulez bien suivre l'histoire. Mais pour regarder, bref, j'ai grandi dans les années 90, pas besoin de voir ce qui s'est passé avant. Et j'ai choisi cette référence culturelle parce que moi, j'ai adoré Bref à l'époque. Toi aussi, je crois. Ouais. Ça a été vraiment culte pour notre génération. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. Et puis, il parle très, très vite. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Et j'essaye de vous retranscrire à quel point c'était culte et à quel point c'était un rendez-vous pour notre génération tous les soirs à la télévision. Mais en tout cas, c'est un programme qui a marqué. Et pour vous montrer qu'on aime bien recycler et revenir à l'ancien, à ce qui nous a marqué, eh bien, il y a 2 ou 3 jours, on a appris que Bref revenait pour une nouvelle saison. Donc voilà, 15 ans après, ça a fait l'effet d'une bombe. Les gens étaient hyper contents. Malheureusement, ça ne revient pas sur Canal+, ça ne revient pas sur YouTube. Ah oui ? Ça revient sur Disney+. Donc ça perd un peu de son charme. Ça perd de son charme, oui et non. Surtout, ça rend impossible à regarder pour le grand public. C'est ça. Donc ce ne sera plus un rendez-vous commun pour tout le monde, mais en tout cas, ça montre bien qu'on aime bien recycler et revenir à des choses qui nous ont marqués, réconfortés, touchés. Il va falloir alors que je m'abonne pour la 10e fois, je sais pas, parce qu'on a tellement d'abonnements différents avec toutes les plateformes différentes que ça va commencer à être cher tout ça. Ouais, j'ai vu des gens dans les commentaires de l'annonce du retour de Bref qui disaient qu'il y avait un essai gratuit. Donc on pourra peut-être s'abonner gratuitement pour regarder. Super. C'est une série avec des épisodes très courts, comme tu l'as dit. C'est difficile par contre d'un point de vue linguistique parce que tout simplement, il parle très vite. L'objectif, c'est d'être percutant, vif, etc. Mais dans la vie, on ne parle pas aussi vite. C'est juste je sais pas comment dire, leur style. Bref. Peut-être moi j'ai une autre recommandation qui est intéressante pour montrer que finalement il n'y a pas que les années 80, 90 ou 2000 qui plaisent aux Français aujourd'hui. Je sais pas si tu vois de quoi il s'agit, Violaine, si je te parle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Ah c'était ma 2e reco, au cas où il nous en manquerait une. Donc voilà. J'adore, l'INA. L'INA, exactement. Alors, l'INA, je recommande à tout le monde d'aller sur leur chaîne YouTube et puis même d'aller les suivre sur les différents réseaux sociaux. L'Institut National de l'Audiovisuel, INA, compte, tu sais combien d'abonnés ? Des millions d'abonnés, j'ai vu. Alors, pas 1 million, mais 500 000 abonnés, mais c'est déjà beaucoup quand même. Pourquoi ? C'est juste pour montrer en fait des vieux reportages de la télé française, pas celle d'aujourd'hui, celle des années 50, 60, 70, ça va jusqu'à 80, 90, même 2000. C'est des reportages de la télé de l'époque pour entendre des Français qui vont parler de tout et de rien, de peut-être des sujets de société, de politique, de culture de l'époque, quoi. C'est hyper intéressant de le recommander et pour vous de suivre la chaîne parce que ça vous permet de voir la France à différentes époques. Donc c'est vraiment très très cool de voir aussi la manière dont on parle, comment ça a évolué.
Ça, c'est très cool. Et moi, juste avant de faire cet épisode, j'ai vu une vidéo de Lina. C'était en 1996. Avec ton argent de poche, qu'est-ce que tu peux acheter ? Et donc, évidemment, on pouvait acheter plus de choses que maintenant. Et sous cette vidéo, mais aussi sous la vidéo de Bref, les commentaires majoritairement, c'était « Oh, à l'époque, qu'est-ce qu'on était heureux et on ne le savait pas ». Donc, il y a vraiment, vraiment cette nostalgie. Voilà, je crois qu'on peut rester sur ça. Merci beaucoup Violaine. Merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. À la prochaine.